Brume littéraire. Le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 11. Les vagues. Virginia Woolf. Nous nous attaquons aujourd'hui non seulement à un grand texte, mais aussi à une figure majeure de la littérature mondiale. Les vagues de Virginia Woolf, paru en 1931, est en effet son œuvre considérée comme la plus originale et innovante de par sa structure, sur laquelle nous reviendrons. Cependant, Woolf a aussi écrit d'autres ouvrages d'une importance capitale dans la littérature féministe. En effet, le livre Une chambre à soi, paru en 1929 et que certains d'entre vous connaissent peut-être, marque un tournant dans notre conception de la littérature et du féminisme. Alors qu'à cette époque, il était encore difficile pour une femme en Angleterre d'écrire et de se faire publier, Virginia Woolf rédige ce livre d'une grande originalité. Elle imagine ce qu'il se serait passé si Shakespeare avait eu une sœur qui avait composé ses textes à sa place. Aurait-elle été publiée ? Eh bien, selon Woolf, non. Dû au contexte social du XVIe siècle, ces livres, malgré leur importance capitale, n'auraient jamais vu le jour. L'autrice se penche sur les raisons qui ont empêché ou rendu difficile aux femmes d'avoir accès à l'éducation, de produire et de diffuser de la littérature. Si une femme veut publier, elle doit au moins avoir de l'argent ainsi qu'une chambre à soi, c'est-à-dire un lieu de création qui lui est dédié. Mais revenons-en à notre œuvre du jour. Alors qu'une chambre à soi est un essai dans lequel elle expose ses idées, Les Vagues est un roman qui suit la vie et les pensées de plusieurs personnages de fiction. Mais de quoi parle ce livre exactement ? Celui-ci est constitué de monologues parlés par les 6 personnages du roman. Bernard, Neville, Louis, Suzanne, Ginny et Rhoda. Il n'y a pas vraiment de narrateur dans ce texte. Les discours des personnages s'enchaînent par des simples changements de paragraphes et par des incises qui, au début de ceux-ci, expliquent qui s'exprime. Le texte, divisé en 9 parties, raconte les histoires mêlées de ces 6 personnages et de Perceval, un autre protagoniste dont on ne lit jamais le point de vue. Le roman présente ces 6 personnages dans toutes les périodes de leur vie, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors qu'ils se côtoient et jouent ensemble dans la première partie, ils vont fréquemment se séparer, puis se retrouver, à travers les étapes de la vie, comme l'école non mixte, l'université, et tout le cheminement des personnages vers la maturité, y compris la mort. Ils se retrouvent parfois les 6 ensemble, notamment dans la 4e partie, lors d'un dîner en l'honneur de Perceval, avant son départ en Inde. Mais ce qui importe le plus, ce ne sont pas leurs interactions, mais plutôt les différents points de vue des personnages sur les mêmes événements. En effet, vous l'aurez remarqué, ce livre est difficile, peut-être même impossible à résumer, pour la simple et bonne raison qu'il ne s'agit pas d'un roman dans lequel une histoire à proprement parler est racontée au lecteur. Non, ce qui compte sont moins les événements que leur interprétation par les différents personnages. Lorsqu'ils apprennent la mort de Perceval, par exemple, ils réagissent tous différemment, et il en va de même pour tous les événements que ce livre présente. Mais ces réactions ne sont pas aléatoires, elles suivent les individualités. Regardons ensemble les différentes personnalités des 6 protagonistes dont le lecteur lit les monologues. Du côté masculin, Bernard est un conteur, toujours en quête de la phrase juste. Louis, l'outsider, cherche constamment à être validé et tend toujours vers le succès. Neville, quant à lui, est l'amoureux de ce livre, mais son amour est interdit, puisqu'il est homosexuel, acte encore condamné dans l'Angleterre de 1931. Du côté féminin maintenant, Ginny est une socialiste avec une vision optimiste du monde. Suzanne, qui a fui la ville pour la campagne, est craintive et doute toujours de son rôle en tant que mère. Finalement, Rhoda est l'anxieuse, la déprimée du texte. Elle ne cesse de rejeter les compromis humains et cherche la solitude à tout prix. Ces personnages sont complexes, mais il n'est pas obligatoire de connaître ces caractéristiques par cœur pour apprécier ce roman de Virginia Woolf. Ce qui importe le plus est la diversité des points de vue de cette narration expérimentale. Grâce à cela, l'autrice explore les questions d'individualité et de communauté. Mais même si les personnages sont bien distincts et possèdent une opinion propre, il y a tout de même une conscience silencieuse, un fil rouge qui ressort de tous ces monologues. Et c'est aussi l'une des grandes forces de ce livre. Malgré la pluralité des voix,
il en ressort tout de même une ligne directrice qui permet au livre d'être facilement lu. Et cette voix commune, c'est le lecteur qui lui permet de s'exprimer. Lui qui a en main tous ses points de vue, toutes ses vérités, crée de lui-même cette voix silencieuse. C'est par la distance qu'il crée entre le texte et lui qu'il obtient le tableau général. Si nous nous en remettons au titre de cette œuvre, tout prend sens. Les gouttes d'eau se réunissent en vagues pour former la toute-puissance de l'océan. Alors que dans le hors-série de Brume littéraire sur la littérature et l'eau, nous avons considéré des textes qui faisaient explicitement référence à l'eau, ici, elle est également présente, mais d'une manière bien plus métaphorique. Mais pourquoi Virginia Woolf a-t-elle donné cette forme à son œuvre ? Vous l'aurez remarqué, on est bien loin du roman qui raconte une histoire précise avec un début, une action et une résolution. La réponse est à trouver dans le contexte. L'autrice a été intégrée à ce que des critiques littéraires ont nommé le modernisme, dont elle figure en tête de proue, avec d'autres écrivains comme James Joyce, Ezra Pound ou encore Samuel Beckett. Il s'agit d'un courant spécifique à l'art qui s'est répandu dans la première moitié du XXe siècle, que ce soit dans la peinture, la musique, l'architecture et bien sûr, la littérature. Il y avait un désir de créer une nouvelle forme d'art en opposition avec le nouveau monde industriel et urbain. En littérature, cela se traduit par la description d'événements du quotidien. Fini les grandes épopées dans lesquelles on suit des grands héros forts et beaux qui parviennent toujours à leur fin. Ce qu'on veut, c'est le quotidien, la vraie vie. Mais ces écrivains ne se contentaient pas de décrire le quotidien. Ils s'efforçaient d'en faire ressortir la beauté. Il n'y a nul besoin que quelque chose soit exceptionnel pour qu'il soit beau. Au contraire, le simple quotidien, une brouette ou un pot de confiture vide peuvent être un sujet de la littérature. Et il n'y a pas que les sujets décrits qui changent, il y a aussi la manière de les décrire. Pour donner deux exemples connus, les modernistes inventent l'art abstrait en peinture et le flux de conscience en littérature. On peut maintenant accéder, grâce au texte, à l'intériorité des personnages, confronter des expériences du quotidien avec les nôtres. Bref, c'est un immense monde des possibles qui s'ouvre pour les lecteurs et pour les créateurs. Et c'est exactement dans ce monde d'expérimentation que Virginia Woolf écrit Les Vagues. Ce roman, inclassable, est unique dans la littérature mondiale. D'ailleurs, sa forme est si novatrice et complexe que l'autrice ne l'a jamais considéré comme étant un roman, mais elle l'a appelé un play poem, poème-jeu en français. Elle efface la construction habituelle d'un récit, efface le narrateur, efface la distinction traditionnelle entre prose et poésie, efface enfin la distinction entre les êtres tout en insistant sur les différentes individualités. On a d'ailleurs découvert dans l'un de ses journaux que les 6 voix n'étaient pas censées être attribuées à 6 personnages différents, mais qu'il était prévu qu'elles représentent 6 facettes de la même conscience. Le fait qu'elle ait tout de même décidé d'en faire des personnages souligne ce dont nous parlions tout à l'heure. Il y a bien 6 personnages, 6 individualités différentes qui se retrouvent et forment une grande conscience collective. Bernard exprime cette idée dans sa rétrospective finale. What I call my life, it is not one life that I look back upon. I am not one person, I am many people. I do not altogether know who I am, Ginny, Susan, Neville, Rhoda or Louis, or how to distinguish my life from theirs. Ce chef-d'œuvre se construit par touches. On est d'abord quelque peu perdu par ces voix singulières qui finissent par se compléter et créer un tableau d'ensemble. Ce n'est qu'une fois le texte fini que le tableau complet se présente à nos yeux. On ne le lâche plus. On veut le recommencer. Et chaque lecture nous apporte une couche de détails supplémentaires. Donnez une chance à cette œuvre qui, presque 100 ans après sa parution, a encore tant de choses à nous apprendre sur nous et sur notre société. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.